Salut Chano, Salut Flo, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, on se retrouve pour un neuvième numéro. C'est le premier de 2021. Oui, Alors bonne année! déjà voilà, bonne année à toi Florian, même si on s'est déjà vu pour cette occasion. Mais bonne année à vous qui nous regardez. Donc voilà, bonne année. Surtout la santé, c'est un peu le truc du moment, on va dire. Donc ouais, surtout la santé. Et la réussite, meilleurs vœux, enfin voilà, comme d'habitude. Donc voilà, on se retrouve pour une neuvième émission. Donc là, cette année, on l'avait déjà dit, mais on le redit, c'est toutes les quinzaines. Donc là, il y a une émission ce dimanche et il y en aura un dans 2 semaines. Oh, enfin, une dans 2 semaines. Et voilà, donc on commence par un premier sujet, un sujet d'actualité, Flo. Je te laisse Exactement. continuer. Eh oui, il n'y a pas de souci Shannon. Alors on voulait commencer entre nous le premier numéro de 2020 avec un sujet pas trop politique, pas trop complexe, parce que Dieu sait qu'il s'en est passé des choses je ne sais plus quel jour on sera quand on publiera le 10, en 10 jours. Beaucoup de choses se seront déroulées. On voudrait revenir sur un fait, un chiffre qui nous concerne, qui est l'une des conséquences du confinement, des confinements de l'année dernière. Il s'agit des ventes de livres en 2020. Parce qu'avec les confinements, les librairies ont été durement touchées. Et notamment en novembre, il y a eu une vague de soutien pour acheter dans les librairies de proximité ou acheter en ligne, mais sur des sites français, pas aller sur Amazon ou d'autres grands sites qui ne sont pas français. Avec les confinements, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une forte chute de la consommation de livres. Parce qu'il y a quand même eu, si on additionne, il y a quand même eu 4 à 5 mois, 4 mois de fermeture de librairies. C'est énorme. Et on pouvait s'attendre à une baisse vraiment du nombre de ventes. Alors que, selon une étude qui a été effectuée par le syndicat de la librairie française, la baisse a été très limitée et seulement de 3% des ventes comparativement à 2019. C'est donc une baisse qui est très très faible et ce qui est rassurant. Alors, comment on peut l'expliquer? La principale raison, c'est qu'il y a eu des achats massifs entre les deux confinements, notamment aux alentours d'octobre. Les individus et nous-mêmes, d'ailleurs, on a anticipé que les librairies fermeraient en novembre. Du coup, on s'est fait des stocks de livres et on a beaucoup acheté. Ce qui a expliqué aussi l'explosion des ventes, notamment aux alentours de juin et de novembre et même de décembre d'ailleurs, parce que j'ai même les chiffres, les ventes ont augmenté de 32% en juin et de 35% en décembre, ce qui est quand même énorme. Après, il y a ça, c'est aussi ça qui est un peu plus complexe, c'est que les 3,3%, c'est une baisse moyenne. Mais chaque librairie a vécu différemment ce phénomène, notamment les grosses librairies sont les principales victimes, celles qui ont été les plus affectées par ces baisses. On peut citer même la Fnac ou d'autres grandes librairies. Alors moi, je pense tout de suite, parce que j'étais à Nancy, au Hall du Livre, qui est une librairie, je crois que je t'y avais amené là-bas, légendaire, historique à Nancy. Elle a été fortement touchée par ce phénomène. Donc, ce sont elles qui sont le plus touchées, vraisemblablement. Et du coup, ça pose un peu la question de se dire qu'aujourd'hui, pour soutenir un peu le secteur du livre, de la vente de livres, il faudrait acheter français et arrêter d'acheter sur de gros sites en ligne parce qu'en faisant ça, eh bien, le chiffre le montre, on soutient d'une certaine façon des libraires, soit indépendants, soit des petits libraires, mais rattachés en France. C'est soutenir une activité. Acheter français là-dedans, c'est aussi soutenir une activité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Shannon. Parce que moi aussi, ce que je me suis dit, c'est qu'avec 2021, bon, j'avais déjà pris une résolution de lire plus de livres, mais aussi, ça me donne une incitation supplémentaire à acheter des livres français et à soutenir des libraires. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Ça découle aussi de notre changement de vision sur le fait de changement de comportement sur acheter plus local aussi. Ça, c'est sûr que l'année 2020, elle a marqué là-dessus. Après, ce que je trouve super, non, encore, enfin, surprenant, je vais dire, c'est que les grandes librairies soient plus touchées que les petites librairies, parce qu'on aurait tendance à croire que les petites librairies, elles ne marchent pas très, très bien au départ, et du coup elles seraient beaucoup plus impactées, enfin elles auraient été plus impactées par ces confinements. Je sais pas, après Après, c'est vrai qu'après moi aussi je pense vas-y. est-ce qu'il n'y aurait pas le fait que, comme il y a eu quand même malgré tout des restrictions de déplacement hors confinement, les personnes se sont dit, bah, je ne sors, comme je télétravaille ou que je limite mes déplacements, bah, les seules sorties que je fais, c'est dans mon quartier. Du coup, je vais dans les petites librairies ou alors
comme je sais que les grosses librairies sont très fréquentées, pour éviter de me confondre dans la population et d'éviter d'attraper quelque chose, je préfère aller dans une petite librairie où il n'y a pas beaucoup de monde, même au milieu de la journée. Ça peut être une explication, peut-être. C'est vrai que je pense que c'est la deuxième explication que tu as donnée, j'allais la dire justement, je pense que oui, ça doit beaucoup jouer. Il y a eu voilà, ce côté, et en plus, surtout au deuxième confinement, l'article dit que il y a eu vraiment une hausse des ventes, une reprise des ventes assez importante après le deuxième confinement. En même temps, il y a eu en fait, ce qui a posé problème pendant le deuxième confinement, c'est que les librairies ont été considérées comme commerces non essentiels, sachant que c'était quand même des commerces qui étaient le plus touchés dès le départ. Donc, ça fait polémique, moi je m'en souviens. Voilà, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont pris la parole pour dire que c'était injuste. Et finalement, je pense que du coup, ça a donné un effet de pub et les gens aussi ont voulu. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de ventes. Et puis après, il y a eu aussi Noël, en fait, faut pas l'oublier. Donc Noël a accéléré aussi les ventes à la sortie du deuxième confinement. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que finalement ces librairies ont été vraiment impactées, et en plus ils le disent, suivant les librairies, c'est peut-être qu'il y a des petites librairies qui ont même fermé, ça j'en doute pas, mais finalement elles ont réussi à s'en sortir, la plupart en moyenne, je dirais, ont réussi à s'en sortir, et c'est quand même rassurant. C'est sûr. Après, ne penses-tu pas que les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dessus? On a vu pas mal circuler des hashtags, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'était pour soutenir ces librairies locales. Mm. Oui, oui, ça c'est sûr, ça a donné ça a donné une force, je pense, à la reprise, la reprise des ventes, ça c'est sûr. Après, il y a comme dit l'article aussi, le système de click and collect a aussi très bien marché. Mhm. Alors, pendant le premier confinement, j'arrive pas trop à me souvenir, je pense que oui, il y a eu un petit peu de click and collect, mais vraiment très peu. Par contre, mais le deuxième confinement a vraiment pris l'assaut sur ce système de click and collect. Enfin, moi, je sais que je vais prendre la Fnac parce que ça reste quand même, c'est pas une petite librairie, mais j'y passe régulièrement. Et récemment, j'ai acheté un nouveau portable, et en fait, quand je suis allée le récupérer à la Fnac, c'est incroyable le nombre de personnes qui étaient en click and collect, en fait. Enfin, il y avait la queue jusque dehors, mais c'était incroyable. Enfin, je pense que du coup, les gens ont quand même... et ça, j'en parle, c'était après le déconfinement, je crois. Ouais. Donc finalement, même en déconfinement, le click and collect est resté quand même hyper important, hyper utilisé. Je pense aussi que ça fait partie de la peur, la peur des gens de pas trop rester. Aussi penser que c'est plus rapide. Finalement, je pense pas que c'était plus rapide, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment été surprise par ça. Est-ce que toi, tu achètes des livres en ligne sur des sites comme Amazon ou par exemple, tu commandes surtout sur la Fnac ou Cultura, ou tu vas directement à la Fnac et à Cultura? Est-ce que, avec ce qui s'est passé, tu ne serais pas tenté d'aller dans des petites librairies, ne serait-ce que pour acheter un livre pour les soutenir? C'est vrai que moi j'aimerais. En fait, le problème, c'est que c'était dans mes habitudes vraiment d'aller dans des grandes librairies, Fnac, Cultura. C'est vrai que en même temps, on a grandi dans un petit village où il n'y a pas vraiment de librairie, donc forcément, tu vas en ville. En ville, ce que tu trouves, c'est la Fnac, c'est Cultura. Donc, c'est vrai que c'est les habitudes qui se créent. Donc, moi, c'est vrai que je ne fais pas trop Amazon. Enfin, Amazon en livre, j'ai vraiment très peu fait. Déjà, j'essaie de limiter un maximum Amazon parce que on sait les problèmes que c'est cette entreprise, bref. Donc j'essaie de limiter un maximum. Niveau livre, je crois que les seuls livres que j'ai dû acheter sur Amazon, c'était des livres qui étaient introuvables pour ma fac, parce que étant en études de lettres, c'est 20 livres par an, je vous préviens. Voilà, si jamais ça vous tente les études de lettres, je vous le dis, c'est 20 livres par an à peu près. Et donc il y avait certains livres qui étaient introuvables, donc du coup qui étaient trouvables sur Amazon, donc là je les ai achetés là, mais sinon j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir acheté des livres. Après c'est vrai que je me déplace assez facilement, mais voilà, ça reste la Fnac, ça reste Cultura. Donc Cultura, il y en a pas dans Lyon. France Loisirs aussi, j'ai la carte fidélité France Loisirs. C'est plus petit, mais c'est pas non plus une librairie indépendante. C'est vrai que j'aimerais avoir plus le réflexe d'aller dans les librairies indépendantes, mais ça me vient pas forcément à l'idée, en fait. Et c'est vrai, je trouve ça hyper dommage. Pardon? Une habitude, comme tu dis, en effet. Oui.
Donc après, il faudrait que je change mes habitudes. Non, mais totalement. Et puis, ne serait-ce que même pour faire le geste, ne serait-ce qu'à d'aller acheter un livre, c'est déjà pas mal si tout le monde le fait. Enfin, tout le monde, ceux qui souhaitent lire, peut acheter un petit livre. Ça permet de sauver, pourquoi pas, une librairie. On connaît pas encore l'étendue des conséquences économiques de la crise. On espère surtout que le secteur de la culture n'en prendra pas trop pour son grade, même si là, c'est très mal parti. C'est comme le cinéma, pareil. Est-ce qu'il ne faudrait pas encourager les personnes à regarder des films, à payer pour regarder des films, ne serait-ce que sur Internet, pour encourager et financer les producteurs? Ça aussi, c'est une façon aussi peut-être de sauver le cinéma français ou le cinéma. Après, c'est vrai que c'est là où ça reste compliqué actuellement, je pense que c'est vraiment les cinémas en eux-mêmes. Euh, parce que là, vraiment, on a vu ces derniers temps que les films, les producteurs arrivaient à sortir leurs films sur les plateformes de streaming. Ça, je pense que c'est vraiment pas un problème. Je pense que c'est pas forcément eux les plus touchés. Ça va être vraiment les salles de spectacle, les cinémas, les les musées, tout ce qui est secteur culturel qui est aujourd'hui encore fermé et qu'on ne comprend toujours pas pourquoi. Enfin, en tout cas, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je pense que moi qui suis une grande consommatrice de séances de cinéma, quand je suis assise à ma place, que je reste à ma place avec le masque et qu'il y a personne à côté de moi parce que c'est les règles, je ne vois pas comment je peux être contaminée plus que dans un supermarché quand je vais faire mes courses. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, je vous encourage, dès que les cinémas réouvrent, que ce soit des gros cinémas, que ce soit des petits cinémas indépendants, allez au cinéma, rien que pour les soutenir justement, pour que ça fasse comme avec ces librairies, où dès que ça rouvre, qu'on aille les voir, qu'on aille payer des places, parce que là, aujourd'hui, c'est plein de personnes qui sont au chômage partiel, qui sont voire même au chômage, suivant les cinémas qui ont peut-être dû fermer. C'est un cinéma, un musée, après, voilà, salle de spectacle, mais c'est vrai que c'est très important, je pense, de le faire, et parce que c'est tellement triste pour le secteur de la culture qui est clairement mis de côté. Je suis totalement d'accord avec toi, Shannon, et je pense que 2021 doit être l'année de la culture où dès que les cinémas rouvrent, on doit y aller en masse. Dès qu'on peut aller au théâtre, on y va en masse également. On va soutenir ces secteurs. Ils en ont beaucoup plus besoin que d'autres qui se sont plutôt bien portés pendant les confinements. Donc cette année, c'est l'année de la culture. Et on va le mettre en avant de notre côté de toute façon également par des livres, des films, des pièces de théâtre. On y tient de notre côté également, notre petit niveau, à mettre en avant le secteur de la culture. Et cette émission, finalement, c'est une émission culturelle parce que là, on va enchaîner sur un sujet encore culturel. On va discuter d'une série italienne, alors que j'avais un peu vu de mon côté en Italie, mais en fait, je n'étais pas italien et je ne suis toujours pas, mais je ne captais pas vraiment l'italien à l'époque, donc je ne comprenais pas trop le pitch. Là, elle est diffusée en France actuellement et Shannon va mieux vous en parler que moi. Et oui, donc c'est la série qui s'appelle Doc, tout simplement. Doc. C'est une série médicale qui est italienne. Donc là, c'est vrai qu'on sort un peu des schémas habituels. D'habitude, on parle souvent de films. Là, on part sur série. Souvent, c'est du français, de l'anglais ou de l'américain. Là, c'est italien et je trouve ça hyper intéressant. Donc, c'est une série médicale. Bon, on connaît les séries médicales, hein, franchement. Alors, Florian, est-ce que tu connais des séries médicales américaines? On en connaît plein, mais est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Alors oui, la plus connue, étant des fans en plus, c'est Grey's Anatomy. Il y a également Good Doctor. Il y a également The Resident. Ils sont toutes passées sur TF1 d'ailleurs. C'est TF1 qui diffuse ces séries-là. Hein, D'ailleurs, voilà, il faut partie des plus connues. C'est ça, TF1, je crois, est la chaîne professionnelle pour les séries médicales et les séries policières, je pense. Mais c'est tous les mercredis. Mais donc voilà, donc là, tous les mercredis. C'est ça, donc Doc, c'est, voilà, comme tu dis, diffusé tous les mercredis sur TF1, forcément. Donc série italienne qui est inspirée d'une histoire vraie. Je sais pas si tu connais l'histoire vraie, Florian. Alors non, je ne me suis pas plus renseigné, mais j'étais au courant que c'était une histoire vraie. Donc le pitch, du coup, est vrai. Alors du coup, le pitch de la série, donc c'est un médecin. En fait, on suit un médecin qui s'appelle Andrea Fioravanti, je crois. Okay. Je vais prononcer très très mal en italien les mots italiens forcément. Donc c'est un médecin qui est à la base qui est médecin en chef. Enfin bref, il est une bonne place. Et en fait, un jour, il se fait tirer dessus par le père d'un patient qu'il a perdu. Et il survit,
miraculeusement, il survit après un coma de quelques heures et il se réveille. Le problème, c'est que quand il se réveille, il a une amnésie de 12 ans. C'est-à-dire que donc la série se passe en 2020, il se réveille en 2020 et il croit être en 2008. Ce qui est quand même assez grand, c'est une grande durée quand même où il a perdu tous ses souvenirs, donc il est complètement perdu, il se souvient pas il se souvient pas de cette situation familiale, il se souvient plus de rien, même aussi de ses connaissances médicales, il s'en souvient pas, et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors bon, je pense que pour le drame de la série, ils ont choisi de le faire se faire tirer dessus par le père d'un patient, mais l'histoire vraie, c'est celle de Pierre Dente Piccioni, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un médecin à l'hôpital de Lodi. C'est un médecin à l'hôpital de Lodi qui a été impliqué dans un accident de voiture, un grave accident de voiture en 2013. Et il s'est réveillé, en fait, il a cru qu'il était en 2001. Donc là, pareil aussi, c'est quand même un grand pont en arrière parce que, quand on est en 2013, moi je me souviens de 2001. Donc là, c'était assez intéressant justement parce que j'ai vu un article où le vrai médecin qui a inspiré la série ne se souvenait pas, par exemple, qu'il ne savait pas ce que c'était l'euro. Alors que du coup, il avait connu l'euro. Mais vu qu'il pensait être en 2001, il ne savait plus quelle était la monnaie utilisée. Donc quand on lui a montré l'euro, il a dit mais c'est quoi ça? Il pensait toujours que c'était la lire. Il ne comprenait pas. Incroyable. Mais pour le coup, là, c'est vrai que tu parles du décalage 2001-2013, mais n'empêche, même 2008-2020, c'est assez intéressant et drôle de voir comment il est perdu du point de vue technologique. Il redécouvre même la ville. Et il y a des choses, c'est fou. On lui parle de tablettes, de téléphone. Et moi, ce qui m'a fait au début, c'est qu'il dit, il voit un téléphone portable, il fait, mais il n'y a pas de touche. Et elle dit non mais ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Et quand il demande également à sa secrétaire de lui donner des journaux, des DVD pour rattraper en 12 ans, la secrétaire lui dit mais des DVD on n'en fait plus aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme décalage là-dessus parce qu'en 12 ans, et c'est vrai que le monde il a une vitesse en 12 ans. Après pour revenir sur la série, je peux mettre commencer un peu sur qu'est-ce qu'on en a pensé. Il n'y a eu que 2 épisodes qui ont été diffusés pour le moment, donc notre avis risque d'évoluer, mais rien que pour ça, moi j'accroche beaucoup à cette série, notamment sur l'histoire incroyable de perdre 12 ans de mémoire. Le personnage m'inspire autant la colère que, pas forcément la pitié, mais pas très loin parce qu'il est vraiment perdu. Alors pourquoi la colère déjà? Peut-être expliquer, c'est que avant de se faire tirer dessus, donc il était en effet médecin renommé, mais il avait une attitude exécrable avec son équipe et avec les patients. Les patients, il les nomme par leur numéro pour garder de la distance. Il vire des personnes de son équipe très facilement pour un truc. Il n'aime pas avoir tort, il insiste pour par exemple prodiguer des soins, c'est lui qui a raison sur ces points-là. Bon, la preuve, il a fait une erreur et ça, il l'assume. Et il inspire aussi un peu la pitié dans la mesure où, après son réveil, perdre 12 ans de mémoire, quand même, c'est pas rien. Voilà, surtout que, donc, en effet, entre-temps, il a été divorcé, et ça, il l'a oublié, et qu'il a perdu son fils il y a 10 ans. Et ça, il ne le sait plus. Et en fait, on revoit tout un tas de flashbacks pendant les 2 premiers épisodes. En fait, les derniers souvenirs, ce qui est diffusé, ce sont ses derniers souvenirs donc de 2008. Et on voit qu'il est complètement perdu. Et je trouve que c'est très émouvant de voir qu'il essaie de se reconstruire. Enfin, au début, il ne voulait pas se remémorer de tout ce qui s'est passé parce que quand on l'a dit de but en blanc, tu n'es plus avec ta femme, ton fils il est mort et ta fille elle fait des études, elle est loin de l'hôpital. Forcément, c'est dur à encaisser et que un peu plus tard, finalement, il souhaite se remémorer ce qui s'est passé et rattraper ce qu'il a perdu. Donc là, on est vraiment qu'au tout début. Mais c'est vrai que oui, on est qu'au tout début et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Surtout que le fait qu'il ait perdu son fils, il faut s'imaginer qu'il vit 2 fois la douleur de perdre son fils. Du coup, il se souvient pas de la première douleur, mais là, il a revu parce que il tombe des nues. En plus, sa fille, il imagine encore une enfant d'une dizaine d'années. Elle a 20 ans maintenant. C'est assez vertigineux d'un coup se réveiller et en fait les personnes ne ressemblent plus à
ce qu'on a vécu, les derniers souvenirs qu'on a. Enfin, c'est vraiment assez intéressant. Ce côté un peu exécrable qu'il a au début, ça fait penser un peu au côté un peu Dr House, où il est un peu hyper, enfin très loin de, enfin ouais, puis même Good Doctor aussi, hein, le personnage principal, Sean Murphy, qui sont très loin, pas du tout dans la compassion, dans l'empathie. Et finalement, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que quand il se réveille, une fois qu'il se réveille et qu'il voit, parce qu'en fait, il voit des vidéos de lui il y a quelques jours, mais en fait, il se souvient pas de qui il était. Et en fait, il se rend compte qu'il aime pas la personne qu'il est devenue. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, il reste, d'un point de vue temporel, je veux dire, il est en 2020, il est dans son corps de la personne qui a vieilli, tout ça, mais son cerveau est revenu en arrière. Et c'est comme si, par exemple, là, aujourd'hui, moi, si j'avais la Shannon de 2008 qui venait, qui jugeait la personne que je suis devenue, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est très limite philosophique un peu, mais de se dire, est-ce que la personne que j'étais serait fière de la personne que je suis devenue ? Et je trouve ça hyper intéressant parce que lui, il aime pas. Il dit, mais pourquoi je suis devenue ça, tu vois ? Et il comprend pas. Et justement, il veut changer. Il veut rester plus dans la compassion, plus empathique. Et apparemment, c'est quelque chose qui est arrivé à la personne, la vraie personne, en fait, qui a inspiré la série. C'est qu'apparemment, c'était quelqu'un de très froid. Et en fait, en se réveillant, il est devenu beaucoup plus empathique. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout que n'oublions pas que en 2008, il explique, c'est le moment où il signait son contrat dans l'hôpital. Donc en fait, il venait à peine de commencer. Et sûrement que la position qu'il a acquise tout au long de ses 12 ans, la fête lui a fait un peu monter la tête et est devenu une personne qu'il ne veut plus regarder. Et même quand il rentre chez lui, il voit en plus, il a un très bel appartement. Et les décos qu'il voit chez lui, il se dit, mais j'ai vraiment acheté ça, moi. C'est genre, il se reconnaît, mais plus du tout par rapport à ça. Après, comme tu dis, quand il se réveille, il perd en effet, il perd aussi certaines capacités dans son métier de médecin. Pour autant, dans les 2 épisodes, c'est à l'instinct qu'il réagit surtout. En fait, c'est ça qui est très bien fait, c'est qu'il écoute les personnes parler, mais il les regarde. Et en fait, dans les 2 ou 3 patients qu'on a vus dans les 2 épisodes, le corps trahit la personne. Donc, il se questionne, il se dit, mais pourquoi la personne ne dit pas totalement la vérité ? Est-ce qu'elle cacherait quelque chose ou est-ce que la personne ignore quelque chose qu'elle ne veut pas savoir ? Et ça, c'est quand même assez fou de dire que ce docteur, même s'il a perdu des connaissances, eh bien, il voit instinctivement ce qui se passe. Et ça, progressivement, ça va l'encourager à reprendre son métier de docteur, quoi. En fait, finalement, c'est le talent un peu en fait, il a perdu ses connaissances, parce que les connaissances, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil du temps. Mais je pense que son talent, c'est quelque chose un peu d'inné, le fait d'observer, d'avoir cette un peu, il est très, très observateur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu inné chez lui. Et finalement, ça, il le perd pas, c'est qui, ouais, comme tu dis, ce qui est très intéressant. Après, ça reste une série. Finalement, on se pose encore plein de questions après le 2e épisode, parce que on sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé avec son fils. On dit qu'on a une raison, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Le divorce, pourquoi ? On sait très bien que la mort d'un enfant dans un couple, ça peut le briser, mais est-ce que ça s'est résumé qu'à ça ? Il y a même des paroles entre certains personnages, on se dit, oula, est-ce qu'ils cachent pas quelque chose ? On ne va pas forcément en dire trop, mais c'est vrai que du coup, il y a un peu de mystère. En plus, il y a une autre histoire, un médecin qui est en faute et le personnage principal l'a su avant de se faire tirer dessus, sauf que forcément, il n'a pas pu le dénoncer. Et comme il n'a pas de souvenir, il ne se souvient pas de cette histoire. Et du coup, voilà, donc il y a ce personnage aussi qui sait qu'il est en faute, qui sait que si Andrea Fanti retrouve la mémoire, il va sûrement être dans l'embarras. Donc finalement, ça c'est aussi le suspense de la série, je pense, de la saison. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais voilà, est-ce qu'il va retrouver ses souvenirs ? Comment il va réagir quand il va apprendre certaines choses ? Voilà, là, je pense aussi ce qui va être très intéressant, c'est que la médecine a quand même évolué. Il n'y a pas que notre quotidien qui a évolué.
certes, on a des nouveaux portables, on a des smartphones, tout ça, mais je pense que dans la médecine, il y a des façons de travailler qui ne sont plus les mêmes depuis 2008. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'adore Grey's Anatomy, mais quand tu regardes les premières saisons et quand tu regardes les saisons maintenant, tu vois bien qu'ils ont beaucoup évolué. Rien que dans les dossiers des patients, quand tu regardes les premières saisons de Grey's Anatomy, c'est des dossiers papier. Maintenant, c'est des tablettes qu'ils ont. Et même, je pense, au niveau des opérations, des façons d'opérer, tout a changé, tu vois. Donc, je pense que ça va être aussi intéressant de le voir évoluer là-dessus, de le voir redécouvrir, en fait, ces nouvelles façons d'opérer. Exactement, exactement. Et après, est-ce que tu te rappelles pourquoi la série s'appelle Doc? D'où vient le nom de Doc? Parce que c'est le patient, parce que comme dans toute série, il y a une il y a un patient en particulier par épisode, on va dire. Et le deuxième épisode, c'est un patient, un jeune, donc à peu près notre âge, à peu près, 20 ans, 19 ans, je sais plus. Et qui en fait est un peu du coup familier justement avec lui parce qu'il se retrouve dans la même chambre en fait d'hôpital et qui est un peu familier avec lui, donc il l'appelle Tonton au début. il l'appelle tonton au début, je crois, un truc comme ça, tonton. Et en fait au bout d'un moment il dit bah Doc, il l'appelle Doc, il dit tu préfères tonton ou Doc, et du coup bah Doc, je crois que ça vient de là, du coup c'est ce que j'ai remarqué pendant le deuxième épisode devant un plat de spaghetti. Faut dire que c'est italien jusqu'au bout. Et en plus, c'est lui. Hein. Spaghetti à la carbonara. Carbonara, moi. Et c'est lui qui lui apprend à comment utiliser des joujoux. Enfin, les joujoux, les tablettes, téléphone, tout ça. C'est lui qui lui apprend au début. C'est ça qui est mignon. Oui, exactement. On vous recommande en tout cas. Donc, je pense que ça va être une série très intéressante. Ah, mais c'est clair, c'est clair. En plus, alors juste peut-être un mini point chiffre. En termes d'audience, ça a très, très bien marché. Quasiment 5 millions de personnes ont été intéressées par cette série, ce qui est un très beau score hein, pour une série de mercredi. C'est mieux que Grey's Anatomy, que Good Doctor, que toutes les autres séries pour le moment. Il faut que ça continue. Ça fait un carton, mais alors un carton énorme en Italie. 9 millions de personnes regardent ça tous les soirs. Toute là-bas, ils en sont déjà à la saison 2 ou 3. Donc, ils ont déjà pas mal d'avance. Mais c'est vrai que c'est un énorme carton et je pense que c'est mérité parce qu'il y a pas mal d'intrigues. Là, on va suivre pas mal de choses à la fois. Ça risque d'être assez mouvementé et riche en émotions parce que moi, j'ai pleuré 4 fois. Voilà. Moi, j'ai pas pleuré, je crois, mais bon, c'est vrai que c'était quand même hyper émouvant de voir à quel point notre cerveau est incroyable et peut tout perdre du jour au lendemain, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait peur, quoi. C'est clair. En tout cas, on vous fera un petit update, sûrement dans une recommandation ou dans la sélection du mois, parce qu'on va pas s'arrêter là quand même. On vous en parlera plus longuement quand la saison sera terminée, du moins, avec Shannon. Et c'est sur ce point qu'on va clôturer ce numéro d'entre nous, le 9e numéro, le premier de 2021. On espère en tout cas qu'il vous aura plu, que les sujets vous auront intéressé. C'est quand même intéressant de découvrir de nouvelles séries. On essaiera d'en parler un peu plus tard, on évoquera bientôt une autre série qui est actuellement en diffusion, mais on va en parler à la fin pour une raison bien particulière. Et aussi, Shannon, il y a quelque chose qui va apparaître la semaine prochaine. Et oui, normalement, vendredi à 17h, si tout se passe bien, une nouvelle vidéo qui n'est pas entre nous sort la semaine prochaine. Donc, c'est un concept qu'on a déjà fait il n'y a pas longtemps, mais qu'on change un peu. Bref, vous verrez. Exactement, on ne vous en dit pas plus. C'était un bon moment encore avec Shannon pour ce tournage. Et pour Entre nous, d'ailleurs, je vais dire danse entre nous, mais c'est n'importe quoi. Entre nous revient dans 2 semaines. Donc, il reviendra le 24 janvier, si mes calculs sont bons. Oui, 24 janvier. D'ici là, on vous souhaite un très bon dimanche et 2 très bonnes semaines sur tous nos réseaux. On reprend notre activité à fond sur les réseaux. N'hésitez pas à nous retrouver, à nous envoyer des messages. Vous êtes de plus en plus nombreux, on le voit, à nous lire et à nous écrire. Donc, c'est super. Merci à vous. Merci à toi, Shannon. Merci à toi, Florian, et merci à vous pour tout. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour toutes nos rubriques habituelles, comme tu l'as dit. Dans 2 semaines pour Entre nous, la vidéo de la semaine prochaine. Bref, je ne vais pas répéter 36 000 fois ce que Florian a déjà dit. C'est important. Allez, bonne journée à vous. Salut Shannon. Bonne journée, au revoir.